Alors pourquoi avoir abordé ce thème du football sous l'angle de la philosophie et avoir invité Mehdi à nous aider un petit peu à débrouiller tout ça? Parce qu'il me semble, enfin à mon sens, que le football comme sport spectacle par excellence dispose pas encore vraiment d'une approche conceptuelle digne de ce nom. Je pense que personne n'a encore vraiment tenté de formaliser, on va essayer de le faire, de quoi on pourrait dire le football serait le nom. Donc à défaut ici de produire son concept, ce qui serait quand même assez ambitieux, j'aimerais au moins qu'on puisse avec Mehdi essayer de faire sentir que le football ça pose problème. Et si on prend un angle, je dirais, national, on va le voir, le foot engage une pensée de ce que c'est que faire partie d'une nation. Je pense qu'en France, le football pose problème depuis, disons, 98. Avant, il ne posait pas problème. Avant, il était quelque chose. Et je pense même qu'il pouvait être rassemblé sous un concept, disons au moins une figure du discours qui pourrait être appelée par exemple la tragédie. Si vous prenez 82, tout le monde a en tête ce match fameux face à l'équipe d'Allemagne, France-Allemagne 82, on perd au tir au but après avoir fait match nul 3-3, c'est un match tragique. C'est un match qui est placé sous l'angle de cette figure qui est la tragédie d'un destin qui a à voir avec l'injustice et qui se termine de manière sublime, déchirante sans doute, mais également satisfaisante de manière esthétique. Je pense que 98 échappe à ce genre de catégorie. Pourquoi? Justement, je trouve que c'est quelque chose d'assez énigmatique. Parce que peut-être c'est pas très beau, d'accord? Mais il y a aussi une qualité d'enthousiasme, quelque chose qui pourrait relever de la farce dans le grotesque que 98 a pu atteindre, mais qui nous a quand même indéniablement affectés et de manière durable, même si aujourd'hui je pense que c'est dur d'identifier ce qui s'est passé à ce moment-là. Et précisément, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que ce soit Mehdi Belhach-Kassem qui soit présent avec nous ce soir. Il m'a toujours semblé dans le travail de Mehdi qu'il y avait quelque chose d'extrêmement sérieux, et ça va paraître contradictoire, mais c'est le cas, dans la notion de parodie. La parodie est à prendre au sérieux dans le travail de Mehdi Belhach-Kassem. J'ai toujours trouvé que ce que nous enseignait Mehdi, c'est que la répétition n'était pas, donc je vais m'expliquer pourquoi je fais le lien entre la répétition et l'événement de football, mais la répétition n'était pas la dégradation de l'événement, mais au contraire une forme peut-être la plus intense d'expression de celui-ci, de l'événement. Il y a dans tout événement une force de répétition qui serait à l'œuvre, plus ou moins accomplie. Il y a ici un décalage, si on fait un petit peu de l'histoire de la philosophie récente française, par rapport à la philosophie de quelqu'un comme Gilles Deleuze. Chez Deleuze, la différence, elle est première. Je dirais que chez Mehdi Belhach-Kassem, c'est d'abord une philosophie de la répétition. Non pas qu'elle se résolve là-dedans, qu'il n'y ait que de la répétition, mais c'est la répétition vraiment accomplie jusqu'à sa saturation, et notamment, je dirais, dans ce que ça pourrait être une Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est pas ça, une répétition, ça revient tous les 4 ans. Ça produit énormément de représentations, énormément d'identification, jusqu'à saturation. Est-ce que ça peut produire de la différence? Eh bien, je me dis que la philosophie actuelle, susceptible de prendre en compte ce genre d'enjeu, c'est celle de Mehdi. Bon, je m'arrête ici, je me tourne du coup vers Mehdi. La première question du coup que j'aimerais te poser, Mehdi, c'est quelle place a eu pour toi le football? Tu as eu, je sais pas, une éducation de football, c'est quelque chose que tu as pratiqué quand tu étais gamin? Ah oui, je jouais au foot absolument tous les jours. J'ai grandi en Tunisie, donc enfin bonjour d'abord. Oui, j'ai grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 12-13 ans, donc le foot c'était absolument quotidien. Pour ce qui est du côté actif, pour ce qui est du côté passif, spectateur, en Tunisie il y avait 2 télés qui étaient la télé tunisienne, strictement irregardable, à part les cartoons doublés en argot tunisien, ça c'était génial. Mais tout le reste c'était des soap-opéras égyptiens ou des informations qui parlaient que de la promenade du président de la République. Et il y avait la Rai Uno, la télé qui n'était pas encore berlusconienne, donc qui était une télé populaire de qualité. Donc, mon apprentissage du foot s'est fait comme ça, à l'italienne en fait, ce qui est assez important pour la perception qu'on a ensuite de la chose footballistique. Et donc c'est resté à peu près toute ma vie. Alors ensuite, dans mon travail philosophique, je tenais à préciser que je n'ai jamais écrit une seule ligne sur le foot, ce qui paraît paradoxal. Alors dans Philosophie Magazine, par exemple, je suis préposé au foot, c'est vraiment moi qui
voulais être Kierkegaard, j'ai fini Bernard Ménez, enfin, comment il s'appelle, Ménez, Pierre Ménez, voilà. Ça s'appelle Ménez. Et à chaque fois, je leur dis, mais quand même, je suis un vrai philosophe, avec un système et tout ça, vous ne pouvez pas parler ça. Non, 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 il y a Lilian Thuram, on a organisé une interview, mais quand même, c'est payé au moins dans le monde entier. Donc voilà, je finis en commentateur de foot. Alors. Et donc il y a 4 ans, tu donnes une interview justement à Philo Magazine, quelque chose sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, qui a donné le titre un petit peu à la conférence d'aujourd'hui, qui est est-ce que le football peut se concevoir comme ce que tu as pu qualifier, on peut en discuter ici, de une œuvre d'art totale. Tu dis, voilà, au 19e on avait l'opéra, au 21e siècle on a le foot. Ce qui est en plus intéressant parce que 2 ans plus tard, en 2012, tu publies un recueil d'articles, de chroniques sur l'opéra. Tu es un grand connaisseur d'opéra. Et tu dis, voilà, il y a une renaissance à venir de l'opéra qui aurait été remplacée par le cinéma, mais il faut redécouvrir l'opéra sous une certaine manière en plus qui est la forme pour toi du DVD. Donc je me pose la question de est-ce que c'est la même totalité? Est-ce que c'est la même œuvre d'art totale? Est-ce qu'on a le même rapport qu'on avait à l'opéra au 19e qu'on aurait aujourd'hui à ce qui va se passer dans une semaine par exemple au Brésil? À vrai dire, ça a commencé par une blague. J'en discutais avec un certain Alain Ballou une fois, et qui lui était dans un mouvement de réhabilitation, disons, de Wagner contre les anti-wagnériens philosophiques dont je m'honore de faire partie, le second Nietzsche, Adorno et Labarthe, c'est-à-dire du lien dont on pourra parler, les implications politiques du foot. Donc les implications politiques, disons, de Wagner ayant été celles qu'on connaît, voilà, je suis devenu, surtout après un travail value, tout ça lié. Donc en plaisantant, je lui avais dit, mais vous savez, la seule œuvre d'art totale aujourd'hui, c'est le foot. Donc c'était sur le mode de la plaisanterie, mais ensuite en réfléchissant, c'est vrai qu'en lisant Hegel, on s'aperçoit que s'il appelle la religion de l'art grec culmine dans les Olympiades, que les Grecs eux-mêmes considéraient que la forme d'art la plus élevée, c'était non pas la tragédie, c'était pas la musique, c'était pas la poésie, c'était pas la peinture, c'était pas la sculpture, c'était pas l'architecture, c'était les Olympiades. Enfin, Dard a quand même écrit l'essentiel de ses poèmes là-dessus. Donc au-delà de la blague, je me suis dit, là il y a une piste. Et à partir de là, les choses sont, à vrai dire, devenues extrêmement simples. J'en suis venu à considérer le foot, mais en réalité plus largement les sports, et encore plus largement la question du jeu. La question pour moi essentielle, c'est celle du jeu. Donc j'ai jamais écrit directement sur le foot. Ce qui me passionne, c'est la question du jeu, considéré comme un régime esthétique à part entière. Et ça, pour moi, la question du XXIe siècle, la question, disons, l'art du XXIe siècle sera ludique ou ne sera pas. Et c'est sous cet angle-là que, éventuellement, oui, on peut se poser des questions sur le foot. C'est-à-dire, plus loin, la question qu'en effet, il y a une béance dans l'histoire de la philosophie, il n'y a rien là-dessus. Ça veut dire une réflexion, il n'y a pas la moindre réflexion philosophique sérieuse. Alors peut-être qu'il y a des textes perdus d'Aristote là-dessus, sur le sport. Je trouve ça étonnant que quelqu'un comme Aristote n'ait pas laissé, c'est-à-dire même de réputation, personne n'a dit « Ah, Aristote a écrit des textes qui aujourd'hui sont perdus sur la question du sport ». Platon, dans la République, dit « Il faut faire du sport », c'est tout. Il n'analyse pas... Donc en termes esthétiques, c'est ça, c'est se poser la question de quel est le régime, quel est le type d'affectologie. Je me suis beaucoup intéressé, mon travail est très fondé sur un questionnement, une révisitation justement de la notion aristotélicienne de catharsis. Donc quelle est la catharsis par rapport à, disons, la tragédie, au film d'horreur, à la musique, à la peinture, à d'autres régimes de l'art? Quelle est l'affectologie, quelle est la catharsis proprement sportive au sens strict et ludique? Est-ce que dans ce cas-là, tu irais jusqu'à dire que, voilà, par rapport à l'œuvre d'art contemporaine, à ce que l'art contemporain peut nous proposer, il n'y a rien qui soit à la hauteur de l'engagement affectif, parce que c'est la définition que tu donnes. Tu dis l'esthétique c'est ça, c'est une organisation collective des affects. Est-ce que tu penses que le sport est plus à même à affronter cet enjeu-là que par exemple n'importe quelle œuvre contemporaine aujourd'hui? Tout est devenu beaucoup trop singulier, c'est-à-dire là on vient après les philosophies de la différence. Pour moi c'est devenu un b.a.-ba de considérer tout comme absolument singulier. Donc non, je ne ferai pas de... D'abord j'ai été loin de Paris pendant quelques années, ce qui m'a un peu décroché, disons, de l'actualité artistique au sens strict.
mais pas footballistique, hein, pour des raisons que tout le monde comprend. Là, on a un accès... Non, là, je suis allé voir l'installation de Hirschhorn au Palais de Tokyo. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas du tout le même régime esthétique, la même organisation collective. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir à un match de foot c'est pour ça, c'est quand on commence à ouvrir les yeux sur ces questions, le foot, mais tous les sports, tous les jeux, on s'aperçoit qu'il y a un terrain aussi riche que on peut faire une esthétique à la Hegel ou comme Deleuze sur le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a autant de variétés de jeux, de singularités, de postures de corps, de régimes cathartiques, justement, on ne défoule pas la même chose dans tel sport et dans tel autre. Politiquement, tel sport ne peut pas dire la même chose que tel autre. Je me souviens, justement, Badiou préférait le rugby, parce que c'est plus collectif, c'est plus musclé, c'est plus communiste que le foot. Moi, au contraire, j'aime le foot, parce que c'est comme préférer les chats aux chiens. Dans le foot, j'aime bien cet équilibre entre collectif et individuel. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux rappeler justement ce lien que tu fais entre, tu lis dans ton œuvre quelque chose qui est fondamental, tu apprends des concepts vraiment qui viennent d'assez loin, d'Aristote, la mimésis. Le sport est une forme de mimésis, c'est-à-dire c'est pas une imitation, ça se limite pas à ça. Mimésis, ça veut dire... Si, c'est forcément une imitation, parce que pour nous, êtres humains, depuis 55 000 ans, la mimésis, la catharsis, la technologie, tout ça est une seule et même chose, c'est-à-dire que tout commence avec l'homme de Cro-Magnon, tout commence avec la chasse très sophistiquée. La chasse n'est rien d'autre, alors tu parlais de parodie, la chasse n'est rien d'autre qu'une mimésis, qu'une imitation de la prédation naturelle. L'agriculture, ce n'est rien d'autre qu'une imitation, une mimésis des lois végétales, de ce qui ne s'appelle pas encore la botanique. Justement, la botanique apparaît par la mimésis, c'est-à-dire la botanique, c'est la science, c'est l'appropriation des lois végétales. C'est ça qui nous est arrivé à nous, êtres humains, et qui nous a différenciés de tout le restant du reste. C'est ça la mimésis, on s'approprie des lois. On s'approprie des lois en les imitant, et ça donne autre chose. C'est-à-dire, c'est pour ça, quand tu disais la répétition produit de la différence, comme tu dis, Deleuze l'a dit, Kierkegaard l'avait dit, Nietzsche l'a dit, Heidegger l'a dit, et la manière dont je renouvelle la question, c'est en démontrant comment l'imitation, à chaque fois, produit du nouveau. Et cela, vraiment, dès nos origines. Donc c'est très intéressant sur la question d'Aristote, puisque qu'est-ce que le régime esthétique? Qu'est-ce que la tragédie? La tragédie, comme chacun sait, comme le dit Aristote, ça consiste à imiter des atrocités, des horreurs, des choses qu'on n'aimerait pas du tout vivre en direct. Si quelqu'un là-haut rentre avec une tronçonneuse et nous dégoûte tous, ça sera absolument pas agréable à vivre. Par contre, si on regarde le film, alors évidemment on va faire meurtre, horrible, mais on va prendre un plaisir à ce qui, vécu directement, n'est pas... et c'est ça l'effet cathartique, c'est la transformation d'un affect de négativité, de pénibilité, de souffrance, en un affect étrangement positif. Et donc ça va extrêmement loin, puisque c'est la technologie tout entière qui est en réalité une catharsis de la nature. C'est ça l'être humain, c'est celui qui, par imitation, c'est-à-dire qu'Aristote délimitait ça, c'était déjà sa supériorité sur Platon, c'est-à-dire une réhabilitation de la puissance positive de la mimésis, de l'imitation. Chez Platon, comme chacun sait, la mimésis, c'est un terme péjoratif. L'imitation, c'est pas bien. Aristote, au contraire, a démontré que ce qui caractérisait l'être humain, c'était la capacité imitative. C'est pas un hasard si nos plus proches cousins, les singes, les chimpanzés, sont de tous les animaux ceux qui ont la capacité imitative la plus développée par rapport à tous les autres. Et du coup, pour toi, le jeu, et notamment peut-être le jeu porté jusqu'au spectacle, comme le foot, est-ce que c'est la fin, la dernière étape de la mimésis, c'est-à-dire des lois qui sont même plus des lois, qui viennent des règles? La question, parce que là on résume les grandes lignes, mais la question c'est qu'est-ce que le foot en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les sports plus généralement, et encore plus généralement les jeux, par rapport aux autres arts, quel est l'effet cathartique, quel est l'effet affectuel, qu'est-ce qui est imité? Qu'est-ce qu'on imite à la différence de la tragédie, à la différence du film d'horreur, à la différence du grand roman, que ce soit Melville ou Proust? Quel est le régime imitatif du sport? Donc oui, bien sûr que le sport c'est une mimésis, tout est mimésis pour nous, et le sport, une fois qu'on a décidé, une fois qu'on a
que c'était un régime esthétique comme un autre, on doit l'analyser avec des critères comme ça, philosophiques rigoureux, en disant qu'est-ce qui imite le sport. Et là, je pense que la réponse est tout de même assez simple, le sport imite la guerre. En tout cas, celui dont on parle aujourd'hui, et la plupart de ceux dont on parle, tout à l'heure on m'a parlé du tennis, le rugby c'est évident, le football américain, le basket, le handball. Alors, l'athlétisme c'est autre chose, l'athlétisme n'imite pas toujours la guerre. Voilà, chaque sport a son... Mais disons, les sports qui nous intéressent aujourd'hui, le type de sport qui nous intéresse aujourd'hui, en particulier le foot est une imitation de la guerre. Et on n'imite pas la guerre comme un film de guerre imite la guerre, comme le roman de guerre imite la guerre, en nous montrant les horreurs de la guerre, en nous faisant pleurer sur les horreurs de la guerre, mais ce larmoiement va nous faire réfléchir, nous donner un enseignement éthique, et puis ne serait-ce que l'émotion, c'est ça l'effet cathartique. Le foot, c'est tout à fait autre chose, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on joue, soit en tant que spectateur, on est forcément supporter d'une des deux équipes, donc on a un affect guerrier qu'on n'a pas du tout, comme quand on regarde un film de guerre. Le film de guerre, évidemment, on va plutôt être avec les gentils et contre les méchants, enfin, sauf exception, le pervers, ça peut arriver, surtout à moi. Et l'effet cathartique du sport, c'est pas du tout pareil, c'est l'effet du supporter qui se projette, et le joueur lui-même, parce que ça c'est un des défauts de la tradition philosophique, esthétique occidentale, c'est de se placer toujours du point de vue uniquement du spectateur, c'est-à-dire l'esthétique philosophique. Parce que dans le foot, il n'y a pas ce dédoublement à la racine même. C'est-à-dire c'est intéressant de se placer aussi du point de vue des joueurs, et pas seulement des spectateurs. Et les joueurs eux-mêmes sont-ils pas spectateurs de leur propre... Ah bah ça oui, là t'es un peu trop déridéen pour moi, mais évidemment, bien sûr qu'il y a un narcissisme du joueur qui se regarde jouer, etc. Parce qu'il y a ça à la racine même du foot. Je sais pas si tout le monde vous vous souvenez de ce joueur qui s'appelait Denilson. Ouais, ça c'est le plus grand cas de narcissisme holistique. On dire qu'il y a un joueur PlayStation un peu. Bah, c'est surtout qu'on avait l'impression qu'il se regardait jouer avec... Et à la racine même du foot, il y a ce phénomène de dédoublement entre... Le foot n'existe pas, peut-être par rapport même plus que d'autres sports, sans des gens qui le regardent. Je sais pas, en Angleterre, 1885, c'est on accepte de payer des gens qui sont professionnalisés pour jouer au foot, et il y a des gens qui acceptent de rentrer dans un stade en payant pour les regarder jouer. C'est quelque chose, dès le départ, un dédoublement entre tout acte footballistique et en même temps image. Donc c'est normal que les joueurs aussi intègrent ça dans un dédoublement de représentation dès le départ. Oui, oui, tout à fait. Je te laisse développer. Alors, il y a quelque chose aussi qui est vraiment original dans ton concept, enfin la reprise de catharsis. On a envie de dire, d'accord, ok, la catharsis chez Aristote, on voit épuration de... Mais toi, tu dis que la catharsis produit aussi quelque chose comme un reste. Il y a quelque chose qui est... et tu le nommes d'une manière assez même dramatisante, tu dis c'est une expropriation. On s'approprie des lois, mais on va toujours en payer le prix. Et par exemple, en ce moment, ce qui se passe à partir de la semaine prochaine au Brésil, c'est exactement ça, non? On est en train de s'approprier un spectacle magnifique, mais il y a un prix social, par exemple, qui est énorme. Quelque chose de... comme un prix de la représentation et de la joie que ça procure, qui serait à payer réellement. Si on doit se lancer dans cette question appropriation, expropriation, je suis pas sûr, on en a déjà parlé, de pouvoir te suivre sur toutes ces questions, où pour moi la question esthétique de l'effet esthétique du sport et la question proprement politique de ce qui se passe au Brésil ne se recoupent pas forcément. Et du reste, on a parlé de la schizophrénie, c'est-à-dire ceux qui vont manifester, en même temps vont regarder les matchs et soutenir leur équipe. Deleuze et Guattari ont vraiment compris quelque chose sur notre destin, sur notre subjectivité d'essentiel dans les 70, avec cette sorte d'ontologisation de la schizophrénie. On est tous... S'il faut expliquer très très vite cette histoire d'appropriation et expropriation, voilà, c'est ce que je disais, la science c'est une appropriation mimétique des lois. À partir du moment où il y a un être, nous, bon, les dinosaures ont été là pendant 200 millions d'années, ils se sont rien d'autre approprié que la nourriture et ce qui se mettait dans la panse. Si des extraterrestres étaient arrivés et avaient observé les néandertaliens, qui ont quand même duré quelques millions d'années, qui sont nos ancêtres, ils n'auraient pas fait la différence avec d'autres primates. Pour nous, ça explose avec l'homme de Cro-Magnon, ça explose avec le régime technologique qui est immédiatement, alors là je te donne raison, un régime esthétique généralisé. Appropriation des lois, ça c'est la science.
qui se solde par un régime de violence tel qu'on n'en avait jamais vu sur Terre. C'est-à-dire la vie technologique, la vie métaphysique, instaure, c'est ce que j'appelle très simplement le mal de mon travail, dans mon vocabulaire, un régime d'atrocité, de souffrance qui ne préexistait pas à l'existence de la technologie. C'est-à-dire un régime de souffrance qui ne sont pas nécessités par la survie animale. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup à dire parce que l'animalité, déjà végétale, déjà les bactéries sont déjà des régimes appropriateurs. Ça nous entraînerait trop loin dans le sujet. Restons sur le côté. La science, appropriation des lois. Ça déclenche une telle violence, un tel déchaînement de violence, que l'animal qui s'est approprié toutes ces lois est obligé d'en inventer de nouvelles. C'est-à-dire, contrairement aux autres animaux, il va se soumettre à une constellation de lois qui n'existait pas dans la nature, pour que cette violence-là soit vivable. Alors c'est ce qu'on appelle la politique, c'est ce qu'on peut appeler le droit, c'est ce qu'on peut appeler la morale, les mœurs. En tant qu'être de nature, personne ne m'oblige à m'habiller pour aller dehors. N'empêche que si je sors dans le plus simple appareil, je vais finir en prison ou à l'asile. Et c'est ça, être humain, c'est être contraint quotidiennement à des milliers de lois, se brosser les dents, se laver, aller travailler, faire ceci, faire cela, remplir les papiers, payer les impôts, payer les factures. Tout un régime d'actes obligatoires qui ne sont nécessités par absolument de rien de naturel. Donc, ce régime d'appropriation qui s'appelle la science a installé sur Terre, depuis 55 000 ans, un régime d'expropriation généralisée, monstrueux, qui n'existait pas avec les dinosaures, qui n'existait pas avec les lions, qui n'existait pas avec les macarons, même les fourmis ou les abeilles, et que j'appelle en gros dans mon vocabulaire, pour aller vite, la politique. Voilà. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que le jeu, et en particulier le sport, c'est le seul domaine, toutes ces lois dont j'ai parlé, c'est des corvées. Le rapport anthropologique à la loi, à la chose politique, et un rapport de pénibilité. C'est-à-dire, alors c'est ce que Kant appelait la liberté. Et ce qu'il appelait la liberté, c'est pas du tout ce qu'on croit qu'on y invente, c'est-à-dire faire ce qu'on veut et gambader. Ça, justement, les animaux le font, et justement, ils sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de se soumettre à des lois qui ne sont pas dans la nature. Oui, ça, c'est l'autonomie kantienne, le fait de se fixer. Voilà. Et donc, l'autonomie kantienne, c'est en fait la soumission. Ce que Adorno, par exemple, a très bien vu. C'est le rapport de force. Et toi, là, ce que tu montres, c'est que... C'est qu'il n'y a que dans le jeu et l'effet cathartique est là. Alors là, le jeu au sens étendu. Pensons au jeu amoureux, au rituel amoureux, au SM aujourd'hui, des choses comme ça. C'est-à-dire une codification des rapports. Et le jeu, essentiellement le sport, c'est une soumission à la règle, une soumission consentie à la règle, qui tout à coup devient un plaisir. C'est-à-dire, le cœur de la réflexion esthétique, c'est de dire, attention, se soumettre à une loi, c'est-à-dire la liberté au sens kantienne, l'autonomie, c'est toujours pénible, c'est toujours une corvée, ou presque toujours. Le seul moment où on prenne plaisir à se soumettre à une loi, c'est dans le jeu. Voilà. Alors après, il y a la question de la triche, la transgression. Oui, voilà, justement, j'allais dire, est-ce que... Ouais. Je te voyais venir, donc je peux anticiper. Mais ce jeu-là autour de la règle dans le foot, il y a vraiment une sorte de plaisir, un malin plaisir à jouer autour, ou à essayer de... toujours, enfin on voit Thierry Henry il y a 4 ans, Maradona 86, parce qu'il y a quasiment un au-delà de la règle. On jouit de se plier à la règle, c'est vrai qu'on joue avec un ballon, tout le monde respecte les codes du jeu, et c'est là qu'est le plaisir. Mais il y a aussi un plaisir presque supérieur, il y a le fameux un peu par-delà bien et mal, ou par-delà licite et illicite dans le foot qui consiste à... Là c'est très subjectif, autant en ce moment dans mon séminaire je vais faire 2 séances, voire 3 sur la transgression, c'est vraiment très très important. Mais c'est pas du tout ce qu'on croit, la transgression. Précisément, moi je fais une histoire de l'héroïsme transgressif dans l'art, justement parce que c'est une histoire qui est finie. Donc je suis paradoxalement pas très sensible mais c'est très subjectif là ma réponse. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser effectivement philosophiquement à ces cas de triche, à ces cas de... Moi au contraire, je suis très ludophile là-dessus. C'est-à-dire je déteste la triche. Pour moi le jeu c'est vraiment quand on... La main sur le match France-Irlande, je l'ai trouvé atroce. C'est un des pires souvenirs. Ils étaient incapables d'aligner 3 passes, tout était triste. Et en plus, cette main à la fin pour mourir de honte.
plus cet arbitre, déjà, moi j'étais très pro Chelsea à l'époque, Chelsea s'était fait voler la demi-finale par l'arbitre sur un penalty qu'il n'avait pas sifflé. C'était un scandale. Fucking disgrace. Fucking disgrace, oui, comme disait le grand philosophe Didier Drogba. Et donc, j'ai plutôt... non, Et le cas différent... Alors, tu parlais de la tragédie de 82, évidemment. Moi, j'étais tombé des genoux, j'étais presque accédé la gueule de mon oncle lors de ce match-là, je pense qu'on voit très bien. Et aussi la meilleure amie de ma mère, qui avait fait de la résistance, et quand Schumacher avait cassé le cou de Battiston, elle avait hurlé « sale moche ». Et sa fille lui avait dit « voyons maman, on n'est plus en 40 ». Enfin, voilà. Est-ce que juste sur ce cas de triche, cas différent, Suarez 2010, il arrête avec la main sur... Ah oui, abominable. Abominable, ça. Oui, moi je suis tunisien, donc évidemment je m'étais ultra pro-Ghana. Voilà, on a pu crier un peu au génie. Et en plus, il y a un truc avec ces équipes... C'est différent du Cadan, il a la triche. Il y a un truc avec ces équipes africaines, on sait qu'elles vont rater leur pénalty. Moi je savais que le Ghana allait rater son pénalty, je le savais. J'étais en jeu à Suarez pour cette mise en situation. J'en reviendrai toujours. Dès qu'il a fait sa main, j'ai compris que c'était fini. Ouais. Alors j'aimerais bien revenir justement sur ce mode de jouissance de la règle, c'est-à-dire comment ça... quelle est cette jouissance un peu footballistique? Là j'avais deux photos que je voulais mettre en arrière-plan pour illustrer un petit peu ça. C'est qu'il y a un mode de jouissance qui est hyper connu dans le foot, il y a un nom clair, c'est le but. Qu'est-ce que c'est que le but, quoi? C'est ce mode d'interruption qui est... C'est dommage, on a beaucoup répété hier, on n'a pas parlé de ça, donc je pense que le but, il y a forcément, alors il faudra interroger les femmes ici présentes pour que ça reste démocratique, parce que évidemment qu'il y a dans le but quelque chose d'assez fondamentalement sexuel, c'est-à-dire que là il y a vraiment une mimésis Et ce qui fait que le foot, à mon avis, est un sport aussi populaire, c'est que c'est ni trop ni trop peu. C'est comme dans la vraie vie. C'est pas à l'américaine, les Américains ils aiment le basket parce que c'est comme dans leurs films porno, ça n'arrête pas, c'est 23 fois par jour, etc. Le foot ça reste humain, il y a un but, c'est comme dans le poker, il y a quelques années dans le poker on disait ah le hold'em ça va être dépassé, tout le monde va jouer à l'Omaha. Pourquoi? Parce que dans l'Omaha il y a beaucoup plus d'action, c'est comme le basket, il y a tout le temps des dunks, on n'arrête pas de marquer, enfin voilà c'est beaucoup plus, et pas du tout. Les gens préfèrent le hold'em parce qu'effectivement il y a ce plaisir de l'attendre, de s'emmerder pendant 3 heures et puis d'avoir enfin une combinaison absolument extraordinaire, et on marque et il y a cette jouissance. Donc à mon avis tout ça est très très masculin. C'est un mode libidinal, le foot, c'est quand même une évidence, était plutôt un sport. Oui, voilà, non, vous avez raison de ne pas être d'accord, hein, parce qu'après il y a des styles, il y a le comment ils disent, le jeu espagnol, tiki-taka. Le tiki-taka, voilà. Oui, qui est une forme aussi de... Mais je pense qu'en effet, à la source du... Je pense pas trop me tromper qu'à la base, ça a quand même été plutôt inventé, même si j'aime beaucoup le football féminin, en particulier le français, elles ont un style qui me font beaucoup penser à la France de Platini de 82, plus qu'à l'équipe 98, mais je pense pas qu'on se trompe en disant qu'à la base c'était plutôt une affaire d'homme, et que donc libidinalement, voilà, alors je voyais une dame hocher de la tête, qu'elle n'hésite pas à intervenir après, je ne pas du tout avec la vérité infuse. Donc du coup ce serait ça le football, il y a aussi un mode d'organisation du plaisir, de la jouissance, c'est qu'on sait que ça dure 90 minutes et il y a un moment où il y aura un but, ça va venir. Bah oui, c'est un moment très vite. Non, je suis très sérieux là-dessus, ça veut dire que cette rareté du but dans le foot fait vraiment... il y a quand même des raisons objectives à ce que ce soit le sport le plus populaire de la planète. Et je pense qu'en effet, cette jouissance rare du but contribue vraiment, cette extase du but qu'on n'a pas dans le basket, qu'on n'a pas dans le rugby. Sauf dans le basket ou à la fin où il y en a tellement, voilà, c'est le dernier qui compte. Quoi. Voilà, le rugby peut y avoir un essai sublime à la dernière minute où cette jouissance rare, précaire, maximale se rapproche de... Il y a ce joueur que j'aime beaucoup, je suis de formation italienne, typiquement italien, qui s'appelait Inzaghi, et du reste c'était un des rares joueurs, la presse people n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent à son sujet, il était célibataire, tout
le monde disait, bah, il dort avec le but, il rêve que... Effectivement, lui, quand il marque un but, c'est l'extase. Il hurle par une photo d'Inzaghi en il était d'autant plus émouvant qu'il était tout maigrichon, qu'il n'avait aucun talent, qu'il savait, comme beaucoup d'attaquants italiens, il était maigrichon, pas de physique, il ne sait pas dribbler, il ne sait pas faire de pas. Il savait que marquer. Il rêvait à ça. C'est vrai que chez lui, il y avait un modèle, une transfiguration dans le but. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette laideur masculine de la jouissance. D'ailleurs, si on ne supporte pas l'équipe d'Italie, Inzaghi était insupportable. Oui, on m'avait dit Ferguson, il était né hors jeu. Moi, je suis un peu pervers, donc il y aurait beaucoup à dire sur la l'italien, il y aurait beaucoup à dire sur la libido du foot italien, mais je ne crois pas qu'on puisse le... Mais alors, j'aimerais bien même poursuivre dans ce domaine qui c'est effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, j'oserais presque, sur ce thème de la jouissance, une hypothèse qui est que dans le foot, on peut, pendant le phénomène de regarder des matchs ensemble et de célébrer un but, il y a quelque chose qui dégoûte pas, alors que par exemple, je pense que dans la vie intime, c'est quelque chose qui est forcément privé, qui est un usage privé. Quelque chose qui dégoûte pas, c'est que c'est la jouissance de l'autre. Et quelque chose qui nous plaît, c'est de voir l'autre hurler à cause du but. Et est-ce que par exemple, c'est quelque chose qui s'est pas passé en 98? Moi, je me souviens de 98, il y a eu un sketch assez drôle à l'époque de l'ancêtre de Groland, c'était CNN International, qui disait vous allez suivre le foot, mais vous êtes des nuls, en fait, vous êtes des losers, parce que du 10 juin au 12 juillet, vos femmes, elles vont être libres, quoi. Et que nous, on va en profiter, nous qui ne sommes pas les beaufs qui regardons le foot. Alors que c'est précisément l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les femmes avoir la jouissance des hommes, ça n'a pas été un motif d'exclusion, mais au contraire, le pays s'est réuni dans une jouissance collective. Oui, sans parler de tout le monde érotique, purement, ouais. Moi j'étais tombé sur des ultras du PSG qui avaient parlé de... c'était pas triste. Bien facho et tout, c'était marrant, ils étaient à dire bleu, blanc, rouge, la France, les Français, alors qu'ils acclamaient des joueurs noirs, brésiliens, métèques, etc. Enfin tout sauf c'était pour français. Et... ça fait partie du régime, c'est un régime participatif, moi c'est ça qui m'intéresse dans le jeu, et c'est pour ça que c'est pas si éloigné de l'art contemporain, le reste contemporain. J'ai beaucoup aimé le film de Parreno sur Zidane, je pense que si Godard avait fait un film sur le foot, ça aurait beaucoup ressemblé au film de Parreno, et je crois que c'était Gordon qui l'avait fait avec lui. Je pense que si on parle à pas mal d'artistes contemporains, ils seront les premiers à admettre. J'ai discuté avec des gens là, au Palais de Tokyo, donc je t'ai dit, de longues années, j'étais pas à Paris, donc je suis un peu décroché de ce point de vue-là. Je suis plus branché au opéra, voilà, c'est pas très moderne. Et foot, je suis encore capable c'est ça qui m'intéresse dans le jeu, c'est quel type de participation son spectacle induit, et effectivement cette manière de partager les affects entre nous, y compris avec le côté un peu, on va dire, populaire. Même des intellectuels très raffinés comme nous, bon, si on se retrouve dans un café avec nos bières à regarder le match et que le PSG marque, là, surtout si c'est Pastore qui marque dans les arrêts de jeu après un dribble sublime, bon, c'était limite. Hein, ta copine est ici, je ne veux pas faire. Donc en effet, voilà, la question, c'est d'éventuellement analyser quels sont ces... Et là, j'en suis qu'au début, c'est vraiment que des esquisses, c'est aussi du fait que je ne sois pas universitaire, donc on est toujours obligé de trouver des stratégies d'écriture. Si j'étais universitaire, je pense, comme Hegel, comme Deleuze, en ce moment, Tristan Garcia fait un grand truc, il fait le grand livre esthétique sur la BD. Et du coup, il le fait en universitaire, c'est-à-dire en parlant de toutes les BD, en décrivant les styles, etc. Quand tu es universitaire, depuis 2 siècles, tu dois trouver des stratégies d'écriture un petit peu différentes pour dire, si j'étais universitaire, effectivement, j'analyserais très précisément, et pas que le foot, quelle est la réaction, comme ça, quelle est l'affectologie, quelle est la catharsis du spectateur quand il regarde du basket, quand il regarde du tennis. C'est pas du tout à chaque fois la même... Alors pourquoi est-ce que le foot est lui seul, quand même, je pense que c'est une question très sérieuse à laquelle il faut répondre, et pas répondre avec les clichés sociologiques et moralisants habituels, mais réellement, pourquoi est-ce que le foot crée la communauté? Parce que ça, on l'oublie une
fois de plus très très souvent, et ça c'est une des décadences, je dirais, du discours esthétique sur l'art, pléonasme, c'est-à-dire du discours philosophique sur l'art, c'est d'oublier à quel point l'art, à son origine, n'est là que pour fonder de la communauté. L'art a toujours un effet communautaire. Même le dernier des poètes hermétiques, Hölderlin ou Mallarmé, la question de la communauté est là. Donc, la question d'une phénoménologie générale des jeux et des sports, ça serait aussi de demander pourquoi est-ce que, notamment le sport, mais aussi les jeux d'une autre façon, arrivent à rassembler les jeux d'une manière que les autres arts n'arrivent pas à faire. Et pourquoi est-ce que c'est le foot de tous les sports qui produit cet être en commun? C'est comme ça qu'on pose bien les questions plutôt que de moraliser tout de suite et de condamner tout de suite le foot au nom du capitalisme. C'est-à-dire, une fois qu'on aura compris phénoménologiquement comment ça fonctionne, on pourra en déduire, en tirer des conclusions politiques et qu'on n'entrevoyait pas avant. C'est-à-dire sur l'échec d'un certain utopisme avant-gardiste au XXe siècle, mais aussi les réussites. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire ah, tout a échoué, tout a les situations. Il y a des réussites, il y a des échecs. Je pense qu'on vraiment une analyse philologique pointue de ce qui se passe dans les sports, et surtout de comprendre pourquoi ces sports, en particulier le foot, arrivent à réunir les gens, à les faire réagir de cette manière-là. Je pense qu'une fois qu'on aura trouvé une réponse appropriée, ça inspirera sans doute bon nombre de ce qu'on appelle des artistes contemporains par rapport à leur travail, par rapport à la utopie. Bon, c'est très clair. Ce qui se passe au Palais de Tokyo en ce moment, c'est un immense village. Tu y vas, tu t'installes dans un canapé, tu lis un livre, tu regardes un film, tu sors fumer une cigarette, tu vas taper sur Internet. Et du coup, la question là-dedans, un petit peu de l'aspect réactionnaire de la nation dans le foot, est-ce que le foot est nationaliste, quelque chose comme ça? Alors c'est ce que je voulais dire, c'est ça, ça m'est revenu hier, parce que j'avais oublié ce que je voulais dire quand je plaisantais avec Badiou sur... Si, la référence à œuvre d'art total à Wagner, c'est ça, il est évident que le foot est toujours une projection identitaire, alors pas du tout au sens du ministère que le gouvernement de Sarkozy, pas au sens de l'identité nationale en ce sens de droite, mais vraiment en un sens qui peut être de droite et qui peut être de gauche. C'est vrai, est-ce que la musique brésilienne serait aussi connue sans le foot? Est-ce que le foot brésilien n'a pas été une sorte de publicité géante pour la musique elle-même? C'est-à-dire, la culture brésilienne, l'art brésilien, c'est un packaging, comme on dit. Il y avait cette interview, bon, en 98, ici, on nous a dit « Ah, Black Blamber », on peut trouver ça ridicule, on peut trouver. Si on met un petit peu en perspective, c'est pas si ridicule, c'est pas si dégueulasse que ça, puisque 8 ans après, c'était Finkielkraut dans Le Monde qui disait « Ah, bah aujourd'hui, c'est Black, Black, Black ». Et c'était 6 mois avant que Sarkozy soit élu, après les émeutes de banlieue, c'est à ce moment-là que Finkielkraut avait réagi. Je n'étais pas passé d'ailleurs chez Finkielkraut, il m'a interrogé sur le foot, il n'avait pas dû entendre ce que j'avais dit le livre que j'avais écrit sur sa réaction, sa racisme. Black, 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 c'était une image de la France, la question étant, qui était anti-sarkozyste. Alors elle a perdu en finale contre des Italiens, avec le coup de boule de Zidane, ce coup de boule 6 mois après les émeutes de banlieue. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on n'ait pas analysé, ou alors si on analysait politiquement, c'était pour dire, ah mais vous voyez, Zidane, c'est la Caïra, etc. Il y a toujours une projection, on peut trouver... On peut remonter très loin. La renaissance de l'Allemagne, alors là, anti-wagnerienne, la renaissance de l'Allemagne et le cinéma de Fassbinder le montrent très bien. Il y a plein de films de Fassbinder où il fait allusion à la victoire de l'Allemagne contre la Hongrie en 1950. Et pour tous les Allemands, ça a été une renaissance. Il faudrait parler de la victoire de l'Italie en 82. Les Italiens sortaient des années de plomb. Et du coup, alors, quelle est la place de l'événement sportif là-dedans? Est-ce que c'est simplement une projection fantasmatique et on peut dire en gros c'est des conneries, les gens se plantent? Ou est-ce que c'est un catalyseur parfois négatif, parfois positif? Est-ce qu'il y a de l'ordre de l'état de grâce? C'est-à-dire que Black Blamber, on peut se dire, ça n'a existé que 3 semaines en gros en 98. Mais ça a existé vraiment. C'est éphémère. C'est quelque chose, c'est lors d'une cristallisation, comme tu dis, d'affect, quoi. On y croit à un moment. Et c'est dangereux après, parce que ça peut retomber, et on lui a reproché beaucoup de choses à ce Black Blamber de dire, mais ça a été un petit peu le cache-problème de tout un vide qui était
Alors est-ce qu'il faut reprocher au sport d'avoir cette force de croyance? Mais ce que je vais essayer il n'y a que des cas singuliers, c'est-à-dire à chaque fois c'est les singularités d'un cas. On pourrait parler du Brésil, de Socrate, du fait que Socrate a été tout simplement un des artisans. On chercherait un peine un philosophe universitaire gauchiste qui a autant fait pour se débarrasser d'une dictature militaire que Socrate dans les années 80. Il s'appelait Socrate en plus. J'ai essayé d'attirer l'attention sur la singularité de ce que tu appelles des événements. Je ne suis pas sûr que moi j'appellerais ça des événements. Je dirais que le sport, pour moi, reste un art au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire pas au sens avant-gardiste qui reste un peu le mien. Moi je reste un peu dans l'utopie malheureuse d'une avant-garde, d'un art participatif, d'un art qui est l'utopie de Hirschhorn, qui pour l'instant est une utopie malheureuse. Mais ça a été l'utopie de l'art d'avant-garde pendant tout le XXe siècle. Et ce qui m'a intéressé philosophiquement dans le sport, au-delà de l'intérêt empirique, subjectif, c'est ça, c'est ce côté. Comment est-ce qu'une phénoménologie du sport et du jeu peut nous indiquer des vrais jeux, et non pas d'une idée floue, une idée philosophique nébuleuse du jeu, le jeu est ici, le jeu est partout. Non, les jeux concrets. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre sur un futur art plus participatif qu'il n'est? Donc de ce point de vue-là, ce que tu appelles événement, pour moi, alors je vais être pour une fois un tout petit peu platonicien, c'est des simulacres d'événements. Je ne suis pas platonicien parce que simulacre pour moi n'est pas du tout un terme péjoratif, pas plus que parodie. C'est une représentation d'événements. Même le plus grand match de tous les temps n'est qu'un match. De même qu'une. Alors c'est un événement dans son ordre propre. C'est pas. Je dis. Après, il peut y avoir mais ça va être un événement qui déborde un peu du champ proprement esthétique, du champ proprement sportif, qui est. Et ça, dans le foot, on l'observe effectivement très bien. C'est ça que je voulais dire avec œuvre d'art total, c'est-à-dire que dans le sport, il y a effectivement une projection de ce que Hölderlin appelait le nationnel, qui est une projection très très différente de celle que nous a donnée Richard Wagner, c'est sûr. Enfin, il y a des représentations, parce qu'effectivement, l'auto-représentation que se fait le peuple brésilien à travers son foot, l'auto-représentation que se fait l'Italien à travers son foot, il y aurait beaucoup à dire. Les commentaires des Italiens, justement, étaient la droite dure, l'extrême droite, après la victoire de l'Italie. J'ai honte parce qu'en plus j'avais soutenu l'Italie à l'époque. Et c'était vraiment, mais vous voyez, nous, c'est des bons petits Italiens blancs venus de villages calabrés, alors que ces Français, c'est tous des Noirs, des islamistes, même le blanc, la Ribéry, il fait la prière musulmane, etc. Donc il est évident que si on accepte de traiter le sport, de traiter plus généralement les jeux, c'est particulièrement sur cette question du national, c'est particulièrement intéressant dans le sport. Effectivement, on a ce rêve wagnérien, mais qui était aussi un rêve malhermien, par exemple, d'un art national, d'un art... voilà, c'est ça que je voulais dire par art total. Alors, je ne crois pas du tout à l'œuvre d'art total, par contre, au sens wagnérien, parce qu'il n'y a pas de totalité. Mais je pense, c'est ce que j'ai aimé dans l'opéra, c'est ce que j'ai aimé dans le cinéma. Oui, je rêve d'un art qui soit aussi complet que possible, c'est-à-dire qui mobilise la musique, la poésie, mais là encore, c'est de l'utopie, pour l'instant. Ok. On va juste peut-être terminer, je sais que tu as un côté un peu Cassandre du foot, tu annonces des... Alors pour la Coupe du Monde, tu as un feeling, une vision? Non, j'ai le feeling 5 minutes avant les matchs. Donc. Je ne me trompe jamais, mais 5 minutes avant les matchs. Tu me demanderas 5 minutes avant les matchs. Là, j'ai pas de... Tu vois rien en... Je sais que tu as beaucoup d'admiration pour Jean-Michel Larquet aussi, qui était un peu... Oui, c'est l'auto-prophète du foot. Ah oui, c'est sûr. Oui. Non, le but de la Bulgarie en 93, 2 minutes avant, il avait prévu. Moi, j'étais à l'hosto à l'époque, ça faisait 10 jours que j'étais inconscient, en fait, traumatisme crânien et tout. Et je me réveille, on m'a amené de la télé, je me dis, ah là, ça va être super, je vais voir la France se qualifier. C'est le pire match de toute l'histoire de l'équipe de France, le plus affreux. Et je me souviens très bien de la voix de Jean-Michel Larquet, alors Cassandre, mais 2 minutes avant, non, Ginola, pas dans l'axe.
Et les Bulgares qui contre-attaquent et qui plantent et qui crucifient l'équipe de France, j'étais comme ça à Gap. C'est horrible parce que je venais vraiment de vivre un atroce accident, et ben je peux vous dire le souvenir de... Comme quoi, il faut être très masochiste pour aimer... C'est comme là, très souvent... Qui est un grand masochiste, non? L'effet cathartique, c'est par définition un effet masochiste, puisqu'on aime éprouver des choses qu'on n'aime pas éprouver en temps normal. Donc il y a quelque chose de fondamentalement masochiste dans toutes les formes d'art, mais alors dans le foot, des fois, c'est... On souffre à plusieurs. On souffre à plusieurs, mais là, j'étais tout seul dans mon lit d'hôpital, donc c'était vraiment sinistre. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va peut-être laisser la place à des questions, si, je sais pas, il y a eu des petites réactions tout à l'heure sur des sujets qui prêtent à la discussion. Juste pour dire que donc, la revue, pour ceux qui veulent la feuilleter, sera en vente à l'extérieur de la salle. On va faire une petite table, un petit stand. Que aussi la revue Oscillation va en septembre reprendre son deuxième séminaire sur les musiques électriques. Hein. On a d'autres chevaux de bataille que le sport, notamment la musique. Ça aura lieu au CEPC, non? H. Comment? Il doit y avoir un H quelque part. Ouais, il doit y avoir un H, un site. Donc à suivre sur notre site revueoscillation.eu, allez voir ce qu'on fait. Et merci d'être venu. J'ai trouvé ça. Merci à vous. Merci.